suis d'ailleurs le dernier survivant de monter une soixantaine de civils et de pompiers sur la place. Il y avait 18 pompiers et puis le restant c'était... Les Allemands sont arrivés à Sainte-Mère le 18 juin 40. Et M. Maury, lui, il était venu à Sainte-Mère en 1920 avec des compagnies, avec des équipes plutôt, pour installer les premières lignes électriques. Et M. Maury, eh bien, j'ai deviné un jour qu'il c'était le responsable du réseau OCM, le réseau de résistance. Oui, alors un jour, M. Maury m'a dit, quand tu entendras dans les messages personnels, les dés sont sur le tapis, ça signifiera que le débarquement est imminent. Bon, et alors, on était dans la zone rouge, ça vous dit rien non plus, la zone rouge. La zone rouge, c'était la zone en retrait de la mer de 20 km. Et alors, on avait beaucoup plus de contraintes qu'ailleurs. Entre autres, on n'avait plus le droit d'avoir un poste de TSF, un poste de radio. Il a fallu qu'on aille livrer nos postes de radio à la commandanture, qui était à la mairie. Et alors, c'était pourtant absolument nécessaire pour nous, pour avoir les renseignements, pour avoir les informations, mais aussi pour entendre les fameux messages personnels. J'ai dû partir, moi, j'ai dû partir parce que j'avais des problèmes avec les Allemands, des problèmes sérieux, et je suis parti me cacher dans les Deux-Sèvres, vous vous rendez compte, à peut-être 500 km de Sainte-Mère. Et je suis resté là-bas, je dirais au moins 3 mois. Mais mes parents correspondaient avec moi, mais alors comme les Allemands ils ouvraient les lettres, eh bien fallait y parler en termes cachés, hein, fallait deviner un peu ce qu'ils voulaient me dire, et alors j'ai compris qu'ils m'avaient trouvé une planque à 18 km de Sainte-Mère. Bon, alors j'ai repris ma valise et puis je suis reparti, je suis rentré à Sainte-Mère et j'ai été, le lendemain je partais dans une ferme. Et alors, là, j'ai oublié de vous dire, j'avais un poste à Galène. Puisqu'on n'avait plus de poste, j'ai un ami qui m'avait fait un poste à Galène. Et ça vous dit rien, un poste à Galène, non? Eh bien, c'était de la taille d'une grosse boîte d'allumettes. Et alors, j'ai appris aussi, par la suite, que ceux qui étaient pris avec un poste à Galène, ils étaient fusillés. Parce que les Allemands, vous savez, il fallait peu de choses pour être arrêté, pour être embarqué, pour être envoyé en Allemagne dans des camps d'extermination ou autres, ou bien d'avoir une balle dans la nuque. Hein, et parce que quand il assassine, il ne tuait pas toujours les gars au poteau. Il y a le gars qui devait être exécuté, eh bien, il fallait d'abord qu'il creuse sa tombe. On le mettait devant la tombe et puis paf, on lui foutait une balle dans la tête et le gars, il tombait directement dans la tombe, il n'avait plus qu'à reboucher le trou. Tous les dimanches matin, je prenais mon vélo et j'allais chez mes parents, passais la journée du dimanche, je couchais chez mes parents, mais le lendemain matin, le lundi matin, très tôt, parce qu'on n'avait pas le droit de circuler la nuit depuis 9h du soir à 6h du matin, et alors je repartais bien vite là-bas à la ferme. Le 28 mai, j'ai pris mon vélo comme d'habitude pour aller chez mes parents. Et vous savez qu'il y avait le service du travail obligatoire en Allemagne. Tous les gars depuis 18 ans jusqu'à 50 ans devaient aller travailler en Allemagne pour les Allemands. C'était une loi de Pétain et puis de Laval. Bon, alors dès le début, les gars étaient pris de court. Tout le monde est parti là-bas en Allemagne. Et alors, il y avait une grande ligne, je débouchais sur la route nationale 13, et alors, il y avait une grande ligne droite, et au bout de cette ligne droite, il y avait un virage, et c'est là que commençait la commune, enfin le petit pays de Saint-Hilaire-Petitville. Et alors, quand je suis arrivé au bout de la ligne droite, sur ma droite, il y avait au moins une dizaine d'Allemands qui étaient là avec le fusil sur l'épaule, mais la baïonnette au bout. Alors ça m'inquiétait. D'habitude, ils disaient toujours papir, fallait montrer la carte d'identité. J'ai oublié de vous dire que j'étais spécialisé dans les faux papiers. Ils m'ont rien demandé. J'ai pris le virage et puis j'ai commencé à faire la descente parce que le pays est dans une grande descente. Et j'ai vu qu'il y avait des gauches partout, mais plein la rue. Hein.
Et alors, il ne me demandait rien. Et alors, j'ai continué. Et puis, quand j'ai eu fait à peu près le quart de la descente, je me suis aperçu que la rue en bas était barrée. C'est là que j'ai réalisé que c'était une rafle. Comme les gars ne partaient plus d'abord en Allemagne, les gars se planquaient dans les fermes, comme j'ai été d'ailleurs, et alors si bien que pour compenser ça, ils faisaient des rafles toutes les semaines. Là, j'ai réalisé que j'étais pris, j'étais dans la nasse, je n'allais pas pouvoir m'en sortir, et alors, inutile de vous dire que je paniquais, hein. Et alors, parce que ceux qui étaient pris avec des postes à galène, eh bien, ils étaient fusillés, tout simplement. Et alors, vous vous imaginez pas, en quelques minutes, tout ce qui peut passer dans la tête. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, surtout avec mon poste à galène. Et alors, j'ai eu la chance, j'ai aperçu un peu plus bas, peut-être une vingtaine de mètres, une jeune fille qui montait la côte, en tenant son vélo de la main droite, et qui montait doucement. Voilà. Alors cette jeune fille, quand elle est arrivée à ma hauteur, elle ne m'avait pas remarqué particulièrement. Elle a continué de monter en tenant son vélo de la main droite. Et moi, vous savez, je me suis dit, il faut que je tente ça. J'ai eu le vélo de la main gauche et j'ai descendu à la vitesse qu'elle montait. Si bien que quand je suis arrivé au bas de la descente, eh bien la jeune fille était là. Je l'ai attrapée par la taille sans rien lui dire, sans la prévenir. Et puis je lui ai dit, on est fiancés. Hein? Ça va vous faire rire, bien sûr. Mais cette jeune fille, elle m'a sauvé la vie. Oui. Et alors, je l'ai pris par la taille. Et c'est là que c'était inquiétant, parce que j'avais peur qu'elle dise, mais qu'est-ce qui vous prend, je ne vous connais pas, elle aurait pu faire un scandale. Et elle m'a dit, il y a un camion qui est plein, le deuxième est à moitié, et le troisième était à remplir, bien sûr. Et alors, elle m'a pris par la taille, et moi aussi. C'est là que vous allez rire. Mais je vous assure que je pensais à autre chose. On s'est embrassé sur la bouche continuellement. Vous entendez? Continuellement. Eh bien, les boches, il y en avait partout dans les rues, alors, ils se tapaient sur ils nous voyaient tellement amoureux, vous savez, ça. Et alors, ils rigolaient, je ne sais pas ce qu'ils se racontaient les uns des autres, c'était évidemment des obscénités, et alors on a continué de monter, pas plus vite qu'au départ, quoi. Et alors tout le long de la côte, les boches nous faisaient « Ah, monsieur Fic, mademoiselle, ah, oui, oui ». Et alors quand on est arrivé là-haut, au haut de la côte, on est arrivé sur le plat, on aurait pu prendre les vélos et puis repartir à vélo, mais j'ai pas voulu, j'ai voulu qu'on continue à pied parce que je voulais pas qu'ils réalisent que j'étais en train de sortir de la nasse. Hein. Et alors elle m'a dit qu'elle habitait la dernière maison sur la gauche. Alors, je me suis dit, je vais aller jusque chez elle, parce que si les parents nous ont vus, nous embrasser comme ça, ils vont se demander qu'est-ce que c'est que ce loustic qui se permet de telle familiarité avec notre fille, quoi. Et alors, en fait, les parents n'avaient rien vu. On leur a dit comment ça s'était passé, mais sans préciser ça quand même, parce que j'aurais été gêné pour la fille. Et alors, c'était les nerfs qui lâchaient. Je rigolais comme un imbécile, hein, j'aurais aussi bien pleuré, mais j'étais tellement soulagé. Et alors, je suis resté au moins une demi-heure là, avec les parents, et puis je suis reparti à vélo. J'ai fait un grand détour, peut-être une quarantaine de kilomètres, pour contourner Saint-Hilaire-Petiteville et 40 ans, et j'ai pu arriver à rentrer chez moi. Bon, mais bon, et alors, j'étais assis à la table avec les écouteurs sur le dos, mes parents, ma mère faisait la vaisselle, et alors tout d'un coup j'ai entendu les dés sont sur le tapis. Vous imaginez pas le choc que ça a pu me faire, moi. Parce que ça y était, c'était le débarquement, quoi. Je me suis précipité à la fenêtre, et là j'avais deux copains, Marcel Mauduit et André Blandin, qui m'ont dit viens vite, il y a le feu chez Julia. Et alors avec les tuyaux, les lances, tout le matériel, et on est parti à 5 en poussant et en tirant le chariot. Tout d'un coup est arrivé au-dessus de nous sans qu'on les entende arriver, parce qu'une formation d'avions, il y en avait au moins une vingtaine, mais à 200 mètres de haut,
Et les avions sont partis, nous on a continué, et on a continué avec notre pompe, on l'a mis là auprès de la maison qui brûlait, et M. Maury et M. Deleuve se relayaient pour remplir les seaux, que tout le monde se brossait de main en main, parce que c'était comme ça à l'époque, hein. C'était un vrai fourbi, mais c'était comme ça. 6 à 7 minutes après le passage de cette première formation d'avion, et quand elle est arrivée, une deuxième est arrivée, aussi basse, aussi nombreuse, et alors, on était une soixantaine en tout de civils et de pompiers, mais on avait une trentaine d'Allemands qui étaient là pour nous surveiller, de la maison qui brûlait, ils s'en fichaient pas mal. Et alors, les Allemands ont tiré sur les avions avec des mitraillettes, mais ça ne les affectait pas, les avions, parce qu'ils ont continué leur route comme si de rien n'était. Et puis bon, à ce moment-là, la flotte passait plus, hein, tout le monde regardait en l'air. Et alors, je dirais, 2 ou 3 minutes après cette troisième vague, on s'est aperçu que les portes des avions étaient grandes ouvertes. J'ai oublié de vous dire, il faisait grand jour, hein. Il était 22h15, heure française, quand les parachutistes ont sauté. Et quand ils sont arrivés au-dessus de nous, on a vu les portes ouvertes. Ça nous a étonnés, mais on n'a pas eu le temps de réfléchir. Tout d'un coup, de tous ces avions, il devait y avoir un signal. On a vu les gars sauter et les parachutes s'ouvrir. Et tous ces gars tombaient avec nous, au milieu de nous, autour de nous. Et ils avaient au moins 50 kilos de matériel sur le dos. Et qu'il a pu se libérer. Alors il s'est relevé, mais il n'est pas resté là. Parce qu'ils n'avaient pas, ils ne sont pas bagarrés avec les Allemands. Hein. Et alors, les Allemands, pendant qu'ils descendaient, les Allemands tiraient sur eux. Il y a eu des gars qui ont été tués au moment de la descente. Et alors, les balles sifflaient partout. Alors, les Allemands étaient gênés parce qu'on était, je vous dis, une soixantaine de civils. Alors, ils ne pouvaient pas tirer comme ils voulaient. Mais à un moment, je me suis trouvé dans la rue à côté, et les parachutistes qui tombaient à proximité, inutile de vous dire, qui traversaient la route à toute vitesse, et ils sautaient par-dessus le mur pour se mettre à l'abri des balles. Et alors, il y a un parachutiste, à côté de moi, dans la rue, il y avait un Allemand qui avait une mitraillette qui était dirigée comme ça vers le sol, et alors il y a un parachutiste qui est tombé juste à la pompe, mais il s'est accroché aux branches qui étaient là, des arbres qui étaient là, si bien qu'il ne pouvait pas arriver à se débarrasser de son matériel. Et alors, l'Allemand, quand il a vu, il est resté debout, le parachutiste, puisqu'il était accroché. Il a levé la mitraillette comme ça pour tirer, mais alors, d'autorité, moi j'ai appuyé sur la mitraillette et je lui ai dit « Nix civil ». Bon, eh bien, il a été correct, il n'a pas tiré, parce que une mitraillette, vous savez, ça arrose, hein, il aurait bien tué mes 2 amis, et alors l'Allemand n'a pas bronché, et le parachutiste s'est deviné derrière l'église. Et je me suis trouvé sous le tilleul, et j'ai entendu un bruit de branches cassées, j'ai vu un parachutiste qui tombait à travers les branches, et puis il est resté accroché, les pieds, je dirais, je sais pas moi, à 2 mètres du sol, mais j'avais 2 Allemands à côté de moi, et avant qu'il ait eu le temps de faire le moindre geste, il était criblé de balles, et il y en a un deuxième qui s'est accroché juste de l'autre côté, un acacia, et les Allemands l'ont criblé de balles aussi, il a été tué aussi. Mais alors, on a devant le danger qu'il y avait, on a laissé la maison brûler, on a laissé le matériel, et tout le monde est rentré chez soi, et la nuit a été très claire, hein. On voyait très très bien. Et alors, à 4h moins 5, cette dame boulangère là, a regardé sa montre, elle a dit « Oh, 4h moins 5, je vais aller voir si mes enfants vont boulanger. » Parce que tous les matins, les 2 aînés se mettaient à boulanger à 4h du matin. Alors, elle a pris le couloir pour sortir dehors, elle est rentrée, elle est revenue très vite, mais bouleversée en nous disant « Mais c'est plein de soldats, c'est pas des boches. » Alors, pas des boches, alors on ne savait pas trop, on n'a pas voulu sortir comme ça, on a monté dans la maison de monsieur et madame Leclerc, on est monté au premier étage, on a ouvert les fenêtres, et effectivement, c'était le début, la pointe du jour. On a vu effectivement que partout, il y avait des parachutistes qui se baladaient, d'autres qui étaient là, qui étaient assis, qui attendaient, et alors, ils nous ont, alors 2 choses nous ont marqué. D'abord, le tabac blond, l'odeur du tabac blond.
Et puis alors il y en a qui nous ont fait des gestes d'amitié, alors là ça nous a rassurés. Alors on a dévalé l'escalier, on s'est précipité sur le trottoir et ça a été l'énorme surprise. C'était pour les Anglais qu'on attendait toujours, on disait toujours quand les Anglais vont débarquer. Oui, eh bien c'était pour des Anglais, c'était des Américains, parce qu'ils avaient sur le haut de la manche droite le drapeau étoilé du Calvados dans les torses, et puis ils proposaient ça aux parachutistes qui ne voulaient pas voir. Non, ils ne voulaient pas voir. Ils se méfiaient, et on leur avait dit faut faire attention aux Français, c'est des collaborateurs, c'était pas le cas, hein. Il n'y avait pas de risque. Et alors, il a fallu que mon père et le père Leclerc voient d'abord. Bon, alors quand ils ont eu plus, ils ont été rassurés. Alors là, après, je peux vous dire qu'il n'y avait pas besoin de leur pousser au derrière pour prendre du cadenas. Oui, et alors, en plus, il y en a qui voulaient, ils disaient Victory, alors ils avaient la torse, alors ils prenaient une torse qu'ils donnaient à mon père ou au père Leclerc, et il fallait contraindre à la victoire, Victory qui faisait. Mais à force de prendre ils en prenaient très peu, mais d'en prendre une larmichette sur une autre larmichette, sur encore une autre larmichette, le père Leclerc et le père Paris, ils avaient les oreilles qui commençaient à chauffer. Un planeur, et il avait atterri dans le jardin de monsieur Maury, et il avait heurté de l'aile gauche, il avait heurté un transformateur électrique. Mais les deux gars qui étaient à bord, j'ai vu M. Maury, il m'avait montré, et il y avait dedans dans le planeur, il y avait une gigue et un canon anti-char. Et les deux gars étaient indemnes. On chantait la Marseillaise, on s'embrassait, on n'avait pas le droit de déployer un drapeau français pendant l'occupation. Ça m'a valu des problèmes, mais là, on en avait dans les maisons, et le matin, vers 5h, 6h du matin, toutes les maisons avaient un drapeau français. Parce qu'à 8h15 le matin, du 6 juin, on a été pris sous un bombardement énorme. Je n'exagère aucunement en disant 50 obus à la minute. Et alors, on a eu 40 morts civils dans Sainte-Mère. On a dû à 5 aller ramasser tous les morts civils. Et ça a été des moments difficiles parce que tout le monde se connaissait. Et dans la même maison, par exemple, il y avait 10 personnes, mais il y en avait 9 de tués. Et alors ils s'étaient mis dans un cellier. Et alors c'était insoutenable. On a été obligé de partir et de chercher des masques à gaz pour les sortir de là. Oui, et j'ai ramassé un de mes amis. Il avait pris un éclat, il avait la poitrine criblée d'éclats, c'était la première victime civile, et il avait un bras qui était pratiquement déchiqueté, et il y avait un éclat qui avait tapé à la hauteur de l'oreille, ça avait fait sauter la boîte crânienne, et j'ai dû ramasser sa cervelle. Et alors, je ne pouvais pas. Alors j'ai pris ce que j'ai trouvé, un saladier, et avec les débris de verre de la vitrine, j'ai ramassé la cervelle que je vis dans le saladier. Et j'avais été allongé sur un divan, et j'ai mis le saladier sur le divan. J'ai vu des choses atroces. Oui, ça me surprend. Je veux dire ce que c'est que la liberté.